Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Je fais une parenthèse parce qu'on a beaucoup d'auditeurs là, qui nous parlent des camionneurs, en fait, qui nous posent la question. Pour l'instant, il semble pas y avoir de paralysie nulle part, mais on va être attentif. On a des collègues qui sont sur le terrain. Alors, juste dire aux auditeurs, on va vous garder informés si des ponts ou des lieux là deviennent complètement congestionnés. On va vous garder à l'affût. Bon, Stéphane, tu veux nous parler d'une nouvelle qui, selon toi, est la plus importante des nouvelles qui n'ont pas été couvertes en fin de semaine dans l'actualité? En fait, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a un gros menu pour la semaine. On prendra le temps de développer et de déballer tout ça. Mais je pense effectivement qu'il y a une nouvelle qui est vraiment passée sous les écrans radars et qui est assez fondamentale. C'est la signature d'une entente de défense entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Pakistan qui est le seul pays musulman au monde à avoir l'arme atomique. Il y a toujours eu de bons rapports entre les deux pays. Il y a même des militaires pakistanais qui sont déployés en Arabie Saoudite. Il y a des programmes de formation entre les deux pays. Mais là, il y a cette idée potentielle que le parapluie nucléaire pakistanais soit étendu à l'Arabie Saoudite, avec cette idée que dorénavant, une attaque contre un des deux pays est considérée comme une attaque contre les deux, un peu comme le cet principe de l'OTAN, c'est ça. Exactement. Si un est attaqué, tous sont attaqués. Et ça dit quelque chose de ce que les Saoudiens, particulièrement, ne font plus parfaitement confiance et uniquement confiance aux Américains pour assurer leurs meilleurs intérêts. Il faut voir que depuis très longtemps, cette affaire se préparait. Alors, est-ce que c'est directement lié à l'attaque à Doha? Non seulement je pense pas, je suis convaincu du contraire. C'est une négociation longue, mais ce n'est pas un hasard si on la voit déboucher aujourd'hui et si elle est aussi claironnée par les deux parties, même si on n'en a pas entendu parler. Un mot aussi sur ces... Ouais. Intrusion d'appareils russes. On l'avait eu dans l'espace aérien de la Pologne il y a une couple de semaines. Là, de dans la Roumanie. Ouais. Puis là, les pays baltes. T'as vu le premier ministre, M. Havel, le premier ministre tchèque, lui qui fait ni un ni deux, il dit tout appareil russe dans l'espace aérien d'un pays de l'OTAN devrait être abattu sans délai. Oui, comme on l'a fait en Turquie en 2015, alors que les Turcs avaient plusieurs fois prévenu les Russes de ce que s'ils continuaient à violer leur espace aérien, ils feraient quelque chose. Ils ont fait quelque chose et on est passé proche aussi de quelque chose. Là, ça s'est passé vendredi. C'était en Estonie, 3 MiG qui ont été dans l'espace aérien du pays pendant une douzaine de minutes. C'est soutenu, c'est pas une erreur évidemment. Mais on viendra aussi cette semaine, je veux pas avoir l'air d'aguicher personne, mais comme il y a aussi eu les funérailles hier de Charlie Kirk, je vais y revenir plus en détail, mais c'est pas un hasard si on en parle à l'OTAN beaucoup de ces intrusions, parce que c'est pas nouveau. En Estonie, il y en a eu 4 dans l'année, peut-être pas aussi longues que ce qu'on a vécu vendredi, mais c'est vrai dans plusieurs des pays qui sont à la frontière de l'OTAN, plus près de la Russie. S'il y a une campagne, je dirais, mieux organisée de communication, c'est peut-être aussi parce que les Européens veulent ramener Trump et les Américains dans l'équation, sentant que la distance est en train de se créer et que c'est plus qu'un désintérêt de la part du président Trump, c'est une volonté qui a des fois d'être marquée publiquement, je pense, en coulisses, de rompre, disons, dans le lien indéfectible, je dis bien indéfectible, entre les partenaires européens et les États-Unis. Il y a une distance qui se crée, puis moi, j'ai l'intuition que la communication, qui est fondée sur probablement, sinon certainement, des événements réels, c'est-à-dire qu'on a vu ces avions russes dans l'espace aérien estonien, mais si on en parle autant, c'est probablement aussi pour faire pression sur l'opinion publique aux États-Unis et sur Trump en lui disant, regarde là, tu peux pas laisser passer ça. Très intéressant, d'autant que si effectivement on arrive à la conclusion qu'il faut abattre la prochaine fois, je pose maintenant la question, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour la suite? Ouais. Funérailles de Charlie Kirk, donc un événement, je le qualifierais politique, religieux et idéologique, là, tout ça mêlé. Je sais même pas si c'est dans cet ordre, peut-être religieux, politique, parce que c'est vrai que ça ressemblait à un rassemblement religieux, beaucoup de ferveur. C'est à la mesure probablement de ce qu'une partie de l'opinion publique américaine ressent. C'est un moment, je le dis à répétition, mais pivot dans l'histoire récente des États-Unis, avec une volonté très marquée dans le camp MAGA de dire
on se laissera pas faire. C'est une perte sèche pour nous, mais le mouvement, lui, va continuer. D'ailleurs, Erika Kirk, la veuve, a dit la semaine dernière et a répété hier que ce mouvement allait prendre de l'ampleur et que cette espèce de déferlante conservatrice sur la jeunesse américaine, ce n'était que le début. Et je pense pas qu'elle a tort. Je pense qu'il y a effectivement un renouveau du conservatisme chez les jeunes. Moi, je trouvais qu'il y avait hier dans le calendrier une espèce de concomitance. D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé de cet aspect du combat de Charlie Kirk. Concomitance entre, d'un côté, des pays, dont le Canada, qui reconnaissait officiellement la Palestine, et ses funérailles, où on a fait l'impasse, sinon le silence, sur quelque chose qui dérangeait beaucoup au sein du mouvement MAGA, c'est-à-dire les questions que posait Charlie Kirk sur l'alignement indéfectible entre les États-Unis, la politique étrangère américaine, et Israël. Moi, j'avais noté ça l'été dernier lors du rassemblement qu'il organise, c'est le Student Action Summit, rassemblement que Turning Point, son organisation, avait chaque année, gros raoult avec beaucoup de monde, et où il avait laisser dire des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans des rassemblements conservateurs américains, critiques par moments des politiques d'Israël. Entendons-nous bien, Charlie Kirk n'a jamais été un adversaire d'Israël, mais c'est quelqu'un, on l'a vu et entendu depuis une semaine sur les réseaux, qui quelques jours après le 7 octobre posait ouvertement la question, ce que personne n'a fait dans l'univers MAGA, est-ce que les Israéliens, et ce sont ces mots, ont laissé faire pour pouvoir ensuite, évidemment, instrumentaliser ce programme. Ouais, parce que je l'ai vu, lui, il décrivait être allé en Israël, il disait chaque pouce est gardé le long de la frontière de Gaza, il y a des soldats partout. Comment ils ont pu... Il y avait un sous-entendu, écoute, c'est une forme de théorie du complot, là, que le 7 octobre aurait été souhaité par Israël, ni plus ni moins, là, le sous-entendu. Si j'en parle, c'est qu'il y a une autre théorie du complot en ce moment prévalente, c'est que les Israéliens seraient responsables de la mort de Charlie Kirk, assez pour que le premier ministre israélien, la semaine dernière, jeudi, et M. Netanyahou ne communiquent pas inutilement, sortent sur X en disant, je vais citer ici Goebbels, plus le mensonge est gros, plus il passe comme une lettre à la poste, disant, il y a des gens qui se sont emballés en pensant que nous, Israéliens, aurions pu souhaiter la mort de Charlie Kirk. Je ne pense pas non plus qu'il y ait quoi que ce soit. C'est vrai que ça a été abondant. Ce qui est vrai, c'est qu'il a réussi quelque chose d'improbable aux États-Unis, une convergence des oppositions de gauche et de droite. Quand Chris Hedges, qui est un reporter journaliste, qui a remporté plein de prix Pulitzer et tout ça, qui est en rupture de banc avec ce qu'était son journal, le New York Times, mais qui continue à faire de l'info, Max Blumenthal, qui est journaliste juif américain, mais souvent très critiqué, traité de complotisme associé à la gauche, pro-palestinienne, et que Tucker Carlson et Megyn Kelly, qui eux sont à droite, convergent sur les propos de Charlie Kirk en disant il soulevait une question valable. Est-ce que les meilleurs intérêts des États-Unis sont servis en suivant chacune des desiderata d'Israël? Ça, c'est absolument nouveau. Dans le mouvement conservateur, t'entends pas ça souvent. Je pense que c'était un vrai caillou dans la chaussure. Blumenthal a d'ailleurs fait de l'assez bon journalisme en disant, quelques jours avant de mourir, il y a plusieurs donateurs riches qui ont organisé un événement, ça a été nié par ailleurs par un des participants, le milliardaire Bill Ackman, que c'était le ton, pas que la rencontre avait eu lieu, mais la contention de Blumenthal, c'était de dire, on a organisé une intervention pour dire aux jeunes Blanc-Bec qui avaient un vrai destin présidentiel devant lui, je parle de Charlie Kirk, tu peux continuer à livrer tous tes combats, mais il faut calmer un peu le pompon sur la question d'Israël. Et dans sa dernière entrevue avec Megyn Kelly, journaliste associée à la droite américaine, très MAGA, il a justement soulevé ces enjeux, de la difficulté de critiquer Israël, et c'est une chose dont on n'a absolument pas entendu hier, évidemment, au service funéraire, et qui, je pense, agaçait souverainement le président Trump, agaçait une partie du mouvement autour de lui. Je pense que
ils ont leurs doutes par moment, mais ne les expriment pas. Et de voir ce leader influent poser ces questions, ça les embêtait beaucoup. Et comme par hasard, hier, ça se passait au moment où on reconnaît l'État d'Israël. Concluons avec ça rapidement. On va en reparler parce que demain, c'est l'Assemblée de l'ONU. Le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni qui reconnaissent un État palestinien. Je pense pour une partie de nos auditeurs, c'est un peu mystérieux parce qu'un État palestinien, je veux dire, c'est dans l'état actuel des choses, tu sais, un État, c'est un territoire. Faut qu'il y ait un territoire précis avec une autorité dûment constituée, capable d'y faire appliquer la loi. On est loin de ça pour la Palestine, là. Capacité d'organiser ta politique étrangère. Ceci étant dit, la France avait reconnu Israël en 1948, je pense, alors que le territoire israélien n'était pas défini, arrêté. Il n'est d'ailleurs toujours pas défini ou arrêté. Mais c'est vrai, c'est des bonnes questions. On ne sait pas non plus où serait la capitale. D'ailleurs, les Israéliens en ce moment prennent des moyens justement pour répliquer à ce que fait la communauté internationale et peut-être faire en sorte que Jérusalem-Est, qui se destinerait pour les Palestiniens à être la capitale, ne soit plus accessible au reste du territoire en Cisjordanie qui est sous contrôle palestinien. Et il faut voir que c'est une manœuvre essentiellement téléguidée par la France. Président Macron qui commence un sommet aujourd'hui sur la solution à deux États co-organisé avec l'Arabie Saoudite. C'est dans la foulée de ce mouvement, très critiqué ici en France par la communauté juive, mais par une partie de la classe politique, très critiqué. C'est dans la foulée de ça que le Canada, l'Angleterre, l'Australie, le Portugal se sont ralliés à une espèce d'accélération de ce qui était promis depuis très longtemps. La vraie question, c'est est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense. Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que c'est ça? Et est-ce que ça va nuire à court terme, peut-être ou même aux intérêts des Palestiniens? On peut l'imaginer parce que la réplique, moi j'étais avec l'ambassadeur d'Israël en France qui disait on n'a pas arrêté nos décisions, mais nous aurons une réplique. Et cette réplique, ça peut être une occupation plus grande encore de la Cisjordanie et l'impossibilité un jour pour les Palestiniens d'avoir un État parce qu'effectivement, il restera pas grand-chose de territoire. Ça va être un gruyère. Merci Stéphane. À demain. Salut.